Renié par mon père au dîner sous les rires de mon frère, je n'ai rien dit. J'ai simplement annulé tous les prélèvements automatiques. Le lendemain matin, le groupe familial explosait de messages furieux. J'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout au moment où mon père m'a regardé comme s'il avait répété un verdict des heures avant même notre arrivée. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 29 ans, et rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé lors de ce barbecue dans le jardin à Marseille. Cela aurait dû être un week-end en famille ordinaire. Au lieu de cela, à la seconde où j'ai posé mon assiette, mon père s'est levé devant tout le monde, les yeux fixés sur moi comme s'il prononçait une sentence qu'il jugeait justifiée. Il m'a pointé du doigt et a prononcé des mots d'une lourdeur que je n'aurais jamais pu imaginer. Nous avons décidé que tu ne fais plus partie de la famille. Ne viens plus à aucun rassemblement. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Je n'arrêtais pas de penser à la raison de ce bannissement soudain. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, tout venait d'un seul retard de paiement. Un seul. J'avais reconnu mon erreur. Je l'avais expliqué. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont décidé que c'était suffisant pour m'effacer complètement. Comment un simple retard pouvait-il se transformer en une exécution publique pareille? À côté de lui, mon frère se tenait les bras croisés, laissant échapper un petit rire discret, comme si la scène avait été créée pour son divertissement. Personne n'a remis mon père en question. Personne n'a demandé de contexte. Le silence autour de moi disait tout ce qu'il pensait que je méritais. Je n'ai pas riposté. Je suis simplement sorti, j'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai annulé tous les prélèvements automatiques que je couvrais depuis des années, y compris les charges de copropriété, l'assurance automobile et une partie des dépenses de leur entreprise. S'ils estimaient que je ne faisais plus partie de la famille, alors ils pouvaient vivre exactement comme si je n'existais pas. Le lendemain matin, le groupe de discussion familiale a explosé de messages furieux écrits en majuscules. Bien des mois avant ce barbecue, les choses dans ma famille avaient déjà commencé à dérailler, même si personne ne voulait l'admettre. À cette époque, mes journées tournaient presque entièrement autour de mon travail dans un établissement de santé à Marseille, où les gardes se prolongeaient souvent bien au-delà de ce qui était écrit sur le planning. Je passais de chambre en chambre, des dossiers à la main et des responsabilités pesant sur mes épaules, essayant de suivre le rythme d'une charge de travail qui ralentissait rarement. Je pensais que concilier de longues heures et des délais serrés était la partie la plus difficile de ma routine. Pourtant, la véritable pression m'attendait chaque fois que mon téléphone s'allumait avec un nom familier. Ma mère appelait généralement tard le soir, quand elle savait que je venais de terminer le travail, et sa voix portait un mélange de douceur et d'attente que je n'avais jamais vraiment remis en question. Le schéma était presque prévisible, elle entamait la conversation en douceur avant de mentionner des charges de copropriété en retard, des frais médicaux nécessitant mon attention ou l'assurance auto mensuelle que mon père ne pouvait pas payer à temps. Elle expliquait toujours le problème avec la même assurance, promettant qu'il réglerait tout le mois suivant. Bien que le mois suivant arrivait avec une nouvelle histoire et une autre obligation dont ils espéraient que je pourrais m'occuper. Je n'arrêtais pas de me dire que les soutenir était la bonne chose à faire parce qu'ils étaient mes parents et que des parents ne devraient pas lutter seuls. Mais les demandes ne s'interrompaient jamais assez longtemps pour me permettre de me remettre des précédentes. Cette pression constante a créé un rythme qui a façonné toute ma routine, et je m'y suis lentement adapté sans remarquer l'espace que cela prenait dans ma vie. Au cours d'une de ces semaines, j'ai également dû faire face à la façon dont mon frère traversait la vie avec un niveau de liberté qui ne correspondait pas à notre réalité. C'était la première fois que je prenais pleinement conscience de la différence de nos rôles. Alors, je l'ai formellement présenté dans mon propre esprit, mon frère, Étienne Dubois, gardait rarement un emploi stable, mais ne manquait jamais de rien de ce qu'il désirait. Il avait toujours une voie toute tracée pour lui. Et ma mère défendait ses choix avec une loyauté inébranlable qui ne s'étendait jamais à moi avec la même intensité. Après cette prise de conscience, j'ai commencé à remarquer le déséquilibre dans chaque conversation qui a suivi. Chaque fois que ma mère me demandait un nouveau paiement, elle parlait comme si ses responsabilités me revenaient naturellement, et qu'un refus signifierait que j'avais laissé tomber la famille. Mon père restait plus silencieux, mais son silence résonnait comme un accord avec n'importe quel fardeau que ma mère plaçait sur mes épaules. Je savais qu'ils n'avaient pas l'intention de me faire du mal. Pourtant, leurs attentes créaient un poids qui s'ancrait plus profondément chaque mois. J'ai commencé à remarquer combien de petits prêts j'avais absorbés sans les appeler des prêts, et combien d'urgences s'étaient transformées en habitudes déguisées en revers temporaires. Ma mère utilisait toujours la même réplique chaque fois qu'elle sentait que j'étais débordé.
Elle disait que ce n'était que pour ce mois-ci et que les choses s'amélioreraient bientôt. Mais l'histoire ne cessait de se répéter d'une manière qui faisait perdre tout leur sens à ces mots. Il y a eu des moments où j'ai envisagé de fixer des limites. Pourtant, je me suis convaincu que le faire me ferait paraître égoïste. Je me disais que je pourrais tout gérer si je restais organisé, si je faisais attention à mes comptes et si j'ajustais mes dépenses, bien que le fardeau émotionnel soit devenu plus lourd que le fardeau financier. Chaque demande grignotait l'énergie dont j'avais besoin pour ma propre vie, et j'ai commencé à me sentir épuisé sans trouver un moyen clair de l'exprimer. Je portais cette tension avec moi à chaque garde et j'essayais de la laisser derrière moi quand je pointais à la fin, mais elle me suivait à la maison comme une obligation qui refusait d'attendre jusqu'au matin. Le temps que ces mois passent, la pression s'était immiscée dans chaque aspect de ma routine, et j'ai appris à avancer sans m'attaquer à ce qui m'épuisait à petit feu. Je ne le savais pas alors, mais ce déséquilibre finirait par entrer en collision avec tout ce qui allait suivre. Une semaine avant le barbecue, je pensais que tout était encore gérable entre mes parents et moi, même si la pression liée à l'argent était devenue plus lourde que je ne voulais l'admettre. J'étais au milieu d'une double garde lorsque ma mère a appelé pour me dire qu'elle et mon père prévoyaient une petite escapade familiale à Saint-Tropez. Elle a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir une partie des frais initiaux parce que les prix augmentaient rapidement, et elle a insisté pour que ce soit fait dans la journée. J'avais à peine le temps de respirer entre deux patients. Pourtant, je l'ai rassuré en lui disant que je m'en occuperais, car les aider me semblait toujours être la chose la plus naturelle à faire. J'ai raccroché et je suis retourné dans le chaos de la clinique où mon énergie était déjà mise à rude épreuve. Je suis passé de chambre en essayant de rester concentré alors que ma garde s'éternisait plus que prévu. La batterie de mon téléphone a lentement atteint sa limite et, au moment où je me suis rendu compte qu'elle était presque vide, je n'avais aucune possibilité de le brancher. Je me suis dit que je m'occuperais du virement une fois rentré à la maison. Mais la nuit a filé plus vite que je ne l'avais anticipé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série d'appels manqués et un message vocal de ma mère qui semblait plus froid que d'habitude. Elle disait que le paiement n'était pas passé et qu'ils avaient été obligés d'ajuster leur plan. Je l'ai appelé immédiatement pour m'excuser, lui expliquant que la garde avait été écrasante et que mon téléphone s'était déchargé avant que je ne puisse tout terminer. J'ai essayé de parler calmement, car je pensais que la situation pouvait être résolue avec de la compréhension. Au lieu d'accepter mon explication, elle m'a dit que je devais être plus responsable et que je ne tenais jamais mes promesses. Sa déception m'a semblé plus lourde que l'erreur elle-même, surtout quand mon père a répété les mêmes critiques plus tard dans la journée. Leur ton montrait clairement qu'ils n'étaient pas intéressés à entendre quoi que ce soit au-delà de l'échéance manquée. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu une notification de Facebook. Étienne, qui n'avait pris presque aucune part aux responsabilités familiales, avait publié une mise à jour vague qui semblait m'être destinée, même s'il n'avait jamais écrit mon prénom. Il a écrit que certaines personnes aiment jouer les gens fiables jusqu'à ce qu'un petit détail révèle leur véritable priorité, suivi d'une série d'émojis qui rient. La publication a suscité des réactions rapides de la part de proches qui pensaient déjà que je devais gérer chaque détail logistique pour la famille. J'ai ressenti un mélange de gêne et de frustration parce que je n'avais jamais demandé à Étienne d'intervenir pour quoi que ce soit. Il s'était positionné comme quelqu'un qui ne faisait jamais d'erreur. J'ai envisagé de le confronter, mais j'ai choisi de ne pas aggraver la situation. J'avais besoin d'espace pour réfléchir plutôt que d'une autre dispute qui ne résoudrait jamais rien. J'ai supprimé la notification et éteint mon téléphone pour pouvoir reprendre ma garde sans le poids de ses commentaires sur la poitrine. Ce choix n'a pas dissipé la tension qui montait en moi, mais il m'a permis de rester concentré sur ce qui nécessitait mon attention pendant la journée. La situation de Saint-Tropez a persisté dans mon esprit bien après la fin de l'appel, car elle a révélé quelque chose que j'ignorais depuis trop longtemps. Ils étaient prêts à me juger durement pour un seul retard de paiement tout en ignorant tout ce que j'avais constamment géré pour eux au fil des ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose dans notre dynamique avait changé, d'une manière qu'aucune excuse ne pourrait plus jamais réparer. Au moment où le week-end est enfin arrivé, je pouvais sentir une tension silencieuse s'installer dans le jardin de mon père bien avant que quiconque ne serve une assiette ou ne tire une chaise. J'ai essayé de surmonter ce malaise, me disant que ce n'était qu'une autre réunion de famille ordinaire. Pourtant, la façon dont les conversations s'interrompaient à mon approche m'a fait comprendre que j'étais tombé dans un piège dont je n'avais pas été averti. Les gens évitaient de croiser mon regard comme s'ils suivaient un scénario que je n'avais jamais lu. Je me suis assise près du bord de la longue table, espérant que la tension retomberait une fois la nourriture arrivée. Mais le malaise n'a fait que s'accentuer lorsque mon père s'est levé de sa chaise avec une précision délibérée.
Il a attendu que chaque membre de la famille se taise. Puis il s'est tourné vers moi avec une expression si sévère que j'ai senti l'air se raréfier. Sa voix apportait à travers la table avec une clarté qui ne laissait aucune place au malentendu. Nous avons décidé que tu ne fais plus partie de la famille. Ne viens plus à aucun rassemblement. La conversation s'est arrêtée net. Les fourchettes sont restées en suspens et plusieurs têtes se sont baissées comme s'ils savaient déjà ce qui allait arriver. C'était une déclaration prononcée comme un verdict, pas un moment de colère, et le caractère définitif de son ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'une décision déjà gravée dans le marbre. Ma mère est restée assise à côté de lui sans lever les yeux. Elle a croisé les mains sur ses genoux, refusant de croiser mon regard, et ce refus en disait plus long que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Puis Étienne a jeté un coup d'œil dans ma direction, et le petit rictus sur sa bouche a révélé à quel point il était satisfait de me voir acculé. Il n'a fait aucun effort pour cacher son amusement, se penchant en arrière, comme si la scène qui se déroulait était un spectacle pour lequel il avait payé. J'ai reconnu la distance dans sa posture, un signal que, quelle que soit la signification de cette décision pour moi, il y était préparé bien avant que mon père ne la formule à voix haute. J'ai senti plusieurs proches bouger sur leurs chaises, mais personne n'est intervenu ni n'a remis en question la déclaration. Le silence autour de la table m'oppressait, pourtant j'ai refusé de leur donner la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de me défendre ou d'exiger une justification, je me suis levé lentement en repoussant ma chaise avec un calme que je ne ressentais pas tout à fait. Je n'ai rien dit à mon père. Je n'ai rien offert à ma mère. J'ai jeté un bref regard à Étienne, qui attendait une dispute, et je l'ai privé de cette satisfaction. Ensuite, je me suis éloigné de la table d'un pas assuré, refusant de regarder en arrière, même quand j'ai entendu quelqu'un chuchoter, incertain de devoir me rappeler ou me laisser partir. Le trajet pour rentrer chez moi est passé comme dans un brouillard. Mais à l'instant où je suis entré dans mon appartement, la clarté s'est imposée à moi comme un ultime avertissement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à chaque compte lié à leur confort, et j'ai commencé à fermer chaque obligation financière que j'avais maintenue. Le paiement des charges de copropriété a disparu en premier, suivi des polices d'assurance et de chaque prélèvement récurrent lié au véhicule de mon père. Chaque annulation supprimait un fil invisible qui me reliait aux attentes qu'ils avaient construites au fil des ans. Le processus était méticuleux, dénué d'émotion, et avec chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception, je sentais le poids de l'obligation se détacher de moi. Il n'y a eu aucune pensée dramatique ni doute persistant quand j'ai eu terminé, seulement la certitude tranquille que j'avais fait le premier pas vers une séparation qu'ils avaient annoncée avant même que je ne la considère comme possible. J'ai fermé mon ordinateur portable une fois tous les paiements résiliés, sachant que les conséquences feraient bientôt surface, tout en me sentant étrangement sereine, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin est arrivé avec un silence pesant qui s'est installé dans mon appartement avant même que je ne vérifie mon téléphone. Quand j'ai enfin déverrouillé l'écran, le groupe de discussion familiale débordait déjà de messages qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les lire. Le ton du fil de discussion avait changé du jour au lendemain pour devenir quelque chose d'accusateur et de tranchant, façonné par de longs paragraphes de mes parents et des commentaires plus courts et plus pointus de la famille élargie qui n'avait jamais pris la peine de me parler directement. À moins qu'il n'y ait des ragots à partager. Leurs mots remettaient en question mes intentions, ma loyauté et même ma maturité, comme si un seul instant lors d'un repas dans le jardin pouvait effacer tout ce que j'avais fait au fil des ans. J'ai fait défiler lentement chaque message, essayant de comprendre comment ils avaient élaboré un récit dans lequel j'avais délibérément perturbé une réunion paisible. Plusieurs tantes ont tapé des explications sur la façon dont mon attitude avait choqué toute la table. Un cousin a répété l'une des plaintes de mon père comme si c'était un fait avéré. Quelqu'un d'autre a ajouté que j'avais embarrassé la famille sans offrir aucun contexte. Chaque nouveau bloc de texte resserrait la pression à l'intérieur de ma poitrine. Pourtant, je n'ai pas pu me résoudre à répondre. J'ai posé le téléphone, pris une longue inspiration, puis je l'ai repris car les notifications continuaient d'arriver. Ma mère et mon père ont commencé à appeler quelques minutes plus tard. J'ai regardé l'écran s'allumer pendant que j'étais assise, immobile sur le canapé, refusant de répondre alors que je savais que la conversation ne ferait que suivre le même scénario. Ils ont rappelé après la première tentative, puis une troisième fois. Leur persistance n'avait rien à voir avec de l'inquiétude. Ils voulaient le contrôle, pas la compréhension. J'ai laissé chaque appel sonner jusqu'à ce qu'il se coupe naturellement, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une limite se former au lieu de la culpabilité. Au fil de la matinée,
Mes proches sont passés des commentaires de groupe aux messages privés. Leur ton mélangeait l'amusement et le jugement, comme si se moquer de moi allait d'une manière ou d'une autre rétablir l'équilibre de la famille. L'un d'eux a écrit que j'avais gâché une agréable après-midi pour tout le monde. Un autre a suggéré que je devrais m'excuser publiquement. Quelqu'un d'autre a dit que l'annonce de mon père avait été difficile à entendre pour eux, mais nécessaire. J'ai lu ces lignes avec la conscience grandissante qu'aucun d'entre eux ne voulait la vérité. Ils voulaient seulement une cible facile. Étienne m'a contacté séparément, choisissant d'envoyer un SMS plutôt que de commenter dans le groupe de discussion. Son message insistait sur le fait que je m'étais attiré toute cette situation. Il a dit « Papa n'avait pas le choix après ton comportement » et a ajouté que j'avais blessé maman plus que je ne le réalisais. Il n'y avait aucune reconnaissance de la façon dont il m'avait traité, aucun sens des responsabilités pour son rôle dans tout ce qui s'était passé. Son ton laissait entendre qu'il parlait avec autorité, comme s'il représentait toute la famille. J'ai fermé le message sans répondre car m'engager avec lui ne ferait que creuser la blessure. Une clarté silencieuse s'est installée à ce moment-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé au dossier financier de la petite entreprise familiale que j'avais discrètement soutenue pendant des années. L'investissement initial que j'avais fourni avait permis de maintenir plusieurs projets à flot. Ma décision de me retirer me semblait maintenant attendue depuis longtemps. J'ai soumis les documents sans arrière-pensée, comprenant que les répercussions toucheraient directement mon père, qui comptait énormément sur ce financement pour maintenir ses projets. L'acte était simple mais ferme. Une fois les formalités terminées, j'ai ouvert un dossier qui contenait des années de factures et de reçus sauvegardés. Voir les preuves physiques de mes contributions m'a aidé à retrouver un sentiment d'ancrage qui m'avait manqué. J'ai rassemblé les documents en piles organisées, me sentant plus forte à chaque page que je classais. Bien que les conséquences du barbecue aient créé une tempête d'accusations, rassembler ces dossiers m'a rappelé que la réalité n'était pas façonnée par leur version de l'histoire, mais par la vérité que je portais en moi. La semaine suivante, une série d'événements s'est déroulée avec une rapidité qui a à la fois stupéfié et clarifié tout ce que je sentais monter sous la surface depuis des années. Je m'attendais au silence de mes parents après le chaos du groupe de discussion. Pourtant, ce qui est arrivé à la place était une mise en demeure m'informant que ma mère et mon père avaient déposé une plainte au civil, m'accusant d'avoir causé un préjudice financier à l'entreprise familiale par mon retrait de fonds. Le langage du document semblait froid et distant, comme s'il avait été rédigé par quelqu'un qui ne m'avait jamais élevé. Ils alléguaient que ma décision avait déstabilisé leurs opérations et que j'avais agi par méchanceté plutôt que par souci légitime. La lecture de ces lignes a clairement montré que le conflit avait franchi un seuil qui ne pouvait plus être géré en privé. J'ai contacté la première personne qui m'est venue à l'esprit, mon avocat, David Laurent, dont l'approche directe m'avait valu ma confiance lors d'une précédente affaire juridique. David a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, des messages hostiles après le barbecue aux années de soutien financier non documenté que j'avais fourni. Quand j'ai eu terminé, il a fait une brève pause avant de déclarer que mon retrait de capital était dans mes droits et relevait entièrement des limites de l'accord d'exploitation. Son ton reflétait la certitude de quelqu'un qui avait géré des litiges similaires et qui savait reconnaître quand une plainte manquait de fondement. David a examiné les documents de ma mère et de mon père, notant les accusations vagues et l'absence de violations contractuelles spécifiques. Il a souligné que leur plainte reposait fortement sur des affirmations émotionnelles plutôt que sur des bases juridiques, ce qui nous donnait des motifs pour répondre fermement. Après avoir confirmé que mes contributions n'avaient jamais été liées à des obligations continues, il a recommandé de déposer une demande reconventionnelle au motif que ma mère et mon père avaient, à plusieurs reprises, détourné des fonds de l'entreprise vers des dépenses personnelles. Un abus de biens sociaux qui entraînait une responsabilité importante selon la réglementation en vigueur. Suivant ses conseils, j'ai autorisé David à procéder. Il a rédigé une demande d'audit interne menée par un cabinet indépendant pour examiner les dossiers financiers de l'entreprise. La décision a semblé nécessaire plutôt qu'agressive, surtout après avoir examiné des années de reçus. J'en avais discrètement conservé beaucoup, qui documentaient des dépenses sans rapport avec les opérations de l'entreprise. David a soumis la demande d'audit, expliquant que la transparence renforcerait notre position et me protégerait de nouvelles allégations. Lorsque les auditeurs ont rendu leurs conclusions préliminaires, les incohérences étaient trop importantes pour être ignorées. Des paiements étiquetés comme coûts d'exploitation avaient été appliqués à des voyages personnels, des rénovations domiciliaires et des achats non liés. Rien de tout cela ne relevait d'un comportement criminel lourd, mais le schéma montrait un mépris évident pour les limites financières. David a lu le rapport avec une expression neutre,
puis m'a dit que ces résultats allaient considérablement modifier la tournure de l'affaire. Les plaintes portées contre moi semblaient désormais constituer des représailles plutôt qu'une démarche légitime. La nouvelle du litige est parvenue aux membres de la famille élargie via les réseaux sociaux. Étienne a publié un message public insinuant que j'avais trahi la famille une fois de plus, évitant de citer mon nom tout en ne laissant aucun doute sur sa cible. Cependant, la réaction ne ressemblait pas au cœur de jugement précédent. Plusieurs proches ont remis en question son récit, faisant référence aux résultats de l'audit qui avait commencé à circuler discrètement parmi ceux qui maintenaient des liens avec l'entreprise. Pour la première fois, l'histoire n'était plus façonnée uniquement par ma mère, mon père ou Étienne. La vérité avait acquis son propre élan. Pendant que David préparait notre réponse officielle, j'ai réalisé que la situation était passée d'un chaos émotionnel à une confrontation structurée où les faits avaient plus de poids que les accusations. Le processus légal serait lent. Pourtant, pour la première fois, je me sentais ancré au lieu d'être submergé. La vérité n'était plus confinée à mes souvenirs. Elle avait été documentée, vérifiée et placée entre les mains de quelqu'un qui savait comment la défendre. Quelques semaines plus tard, les conséquences juridiques et financières qui s'étaient développées silencieusement en arrière-plan ont fait surface avec une clarté indéniable. L'audit interne que David avait demandé s'est conclu par un rapport officiel soumis aux autorités de régulation, et les conclusions ont déclenché un examen immédiat de l'entreprise familiale. Ce qui a suivi a été une série de sanctions de conformité émises pour l'utilisation abusive des fonds d'exploitation, chacune fondée sur des transactions documentées qui sortaient du cadre autorisé des dépenses professionnelles. Aucune des violations n'était assez grave pour menacer l'existence de l'entreprise. Pourtant, l'impact était suffisamment important pour imposer une pression financière à ma mère et à mon père qu'ils n'avaient jamais anticipée lorsqu'ils ont déposé leur plainte contre moi. La décision administrative comprenait une injonction les obligeant à restituer la totalité du montant du capital que j'avais retiré, ainsi qu'une compensation légale basée sur la valeur des fonds pendant la période d'utilisation abusive. Lorsque David a expliqué la décision, il a souligné que le résultat n'était pas une victoire personnelle, mais une mesure corrective standard selon le droit des sociétés. Pourtant, entendre dire que les fonds que j'avais apportés au fil des ans seraient restitués a apporté un sentiment de conclusion que je n'aurais jamais cru pouvoir obtenir. Le tribunal n'a pas présenté la décision comme une punition. Il a plutôt reconnu que mes contributions avaient été traitées de manière informelle pendant trop longtemps et que des limites appropriées devaient être rétablies. Les répercussions se sont étendues au-delà des sanctions réglementaires. Sans le coussin financier sur lequel ils comptaient autrefois, ma mère et mon père ont mis fin à plusieurs dépenses discrétionnaires, ce qui a immédiatement affecté Étienne. Ces frais de subsistance avaient été pris en charge par les fonds de l'entreprise, un fait qu'il est devenu impossible de maintenir une fois les résultats de l'audit officialisés. En peu de temps, Étienne a dû libérer la maison de location qu'il occupait et chercher un travail temporaire. Il a envoyé quelques messages vagues sur les réseaux sociaux, faisant allusion à des circonstances injustes. Pourtant, ces publications ont suscité peu de sympathie. Certains proches, au courant de la situation grâce aux discussions sur l'audit, ont remis en question les choix qui avaient conduit à ce résultat. Leur réaction reflétait un changement dans la façon dont la famille percevait la chaîne des événements, et le favoritisme tacite qui avait façonné une si grande partie de mon passé ne semblait plus tenable. Peu de temps après la finalisation de la décision, ma mère et mon père ont tenté de me contacter par de multiples canaux. Ils ont envoyé de longs messages demandant une conversation, suivis d'appels répétés réclamant une chance de parler en famille et de restaurer un lien qu'ils prétendaient endommagé par des malentendus. Leur ton différait des accusations qu'ils proféraient auparavant. Pourtant, le contraste ne faisait que renforcer à quel point leur volonté de communiquer avait toujours été conditionnelle. J'ai bloqué leur numéro après avoir lu les premiers messages, consciente que toute conversation serait motivée par le désespoir financier plutôt que par une véritable prise de responsabilité. Refuser de me réconcilier n'était ni impulsif ni vindicatif. C'était la première limite que j'établissais sans hésitation ni culpabilité, un choix façonné par des années de déséquilibre qui avaient mis beaucoup trop de temps à être reconnu. La distance m'a semblé stable plutôt que solitaire. Et pour la première fois, j'ai compris que la paix vient parfois du refus de rouvrir des portes qui ont été fermées par des actions délibérées plutôt que par des accidents. Quand tout a fini par s'arranger, j'ai réalisé à quel point ma vie avait complètement changé, sans aucun geste dramatique ni confrontation. La transition m'a semblé calme mais décisive, comme si les turbulences qui avaient dominé les derniers mois s'étaient épuisées pour laisser place à une clarté que je n'avais pas pu atteindre jusqu'à ce moment-là. Une fois les questions juridiques conclues et les limites financières officialisées,
je me suis concentré sur les mesures pratiques nécessaires pour me créer un environnement plus sain. J'ai trouvé un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, j'ai signé le bail sans hésiter et j'ai déménagé en quelques jours. L'espace m'a semblé peu familier au début, mais je m'y suis habitué plus rapidement que prévu car l'absence de tension constante m'a permis de respirer enfin sans anticiper les critiques ou les exigences. Je n'ai pas informé ma mère ni mon père du déménagement, et je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. Leurs numéros sont restés bloqués, et j'ai gardé mes appareils en mode silencieux chaque fois que les vieilles habitudes de vérifier les nouveaux messages refaisaient surface. Le calme de ces premières semaines était inhabituel. Pourtant, ce calme a renforcé ma décision de maintenir des limites strictes. J'ai cessé d'expliquer mes choix à quiconque lié à mon ancien foyer, et l'absence de ces obligations a rendu mes journées plus légères. Il n'y avait plus d'attentes persistantes, plus de pièges émotionnels déguisés en responsabilité familiale, et plus de cycles de déception qui suivaient chaque tentative de répondre à des normes qui changeaient au gré de l'humeur des autres. Ma routine s'est améliorée à mesure que j'ai investi du temps en moi-même plutôt que de réagir au bruit qui avait rempli ma vie pendant des années. J'ai exploré des passe-temps que j'avais autrefois abandonnés à cause de l'épuisement, j'ai lu pendant les soirées sans interruption et j'ai créé un emploi du temps hebdomadaire centré sur mon bien-être physique plutôt que sur mes obligations financières. Cette nouvelle stabilité a mis en évidence le peu de paix que j'avais connu auparavant. Il est devenu évident que le chaos du passé n'avait jamais été accidentel. Il avait été normalisé par la répétition. Me retirer de cet environnement a révélé à quel point mon sens des responsabilités avait été faussé. Une parente éloignée m'a contacté peu après que la décision du tribunal ait circulé parmi les membres de la famille élargie. Elle a envoyé un court message exprimant son soutien et m'a encouragé à continuer de protéger mes limites. Son message ne demandait pas d'explication ni de nouvelles, et elle ne m'a plus jamais contacté. Ce simple geste contenait plus de sincérité que les discours élaborés que ma famille immédiate avait l'habitude de prononcer dans le passé pour tenter de justifier son traitement. J'ai apprécié son respect pour ma vie privée, ce qui a renforcé l'idée que le soutien ne nécessite pas d'intrusion. Au fil des semaines, j'ai réalisé que je n'avais aucun désir de reconstruire une quelconque partie des relations qui avaient façonné mon enfance. Les groupes de discussion, les réunions de famille obligatoires pour les fêtes ou le sentiment de lourdeur qui accompagnait chaque interaction ne me manquaient pas. La distance m'a permis de comprendre que l'amour ne devrait pas être conditionné à la soumission ou mesuré par une contribution financière. J'ai créé un foyer qui reflétait mes priorités plutôt que des obligations imposées par d'autres. Pour la première fois, je me sentais entièrement responsable de mon avenir sans porter le poids de la culpabilité qui avait autrefois défini tant de mes décisions. Les limites ne ressemblaient plus à un bouclier contre les conflits. Elles sont devenues une forme de respect de soi qui guidait chacun de mes choix. Je ne réagissais plus par peur de décevoir les personnes qui profitaient de mon silence. La paix que j'ai trouvée dans ma nouvelle vie ne provenait pas de l'isolement, mais de la réalisation que je vivais enfin selon des valeurs que j'avais définies pour moi-même. Le passé pouvait rester à sa place sans éclipser les parties de ma vie qui offraient encore un espace pour grandir. Des limites saines sont une forme essentielle d'autoprotection, surtout lorsque la gentillesse est traitée à plusieurs reprises comme une obligation plutôt que comme un don. S'éloigner de dynamiques toxiques ne rend pas quelqu'un déloyal. Cela reflète une compréhension de sa valeur personnelle et de ses limites émotionnelles. Lorsque des personnes abusent de la générosité ou manipulent les responsabilités pour garder le contrôle, la réponse la plus puissante est de choisir la paix plutôt que de continuer à participer. La croissance commence lorsque nous arrêtons de nous excuser de nous protéger.